Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Donc il y a 25 ans, 3 amis d'enfance, ai-je cru comprendre, Jean-François Tosti, David Allo et Éric Tosti, donc TAT, j'avoue que je viens de le comprendre juste maintenant, se lancent dans la création d'une société de production et d'un studio d'animation 3D à Toulouse. Donc ils tournent une des premières animations en pâte à modeler durant leurs années collège, et c'est là qu'est né le projet TAT, leur premier film diffusé en 2008 à la télévision qui s'appelle toujours d'ailleurs Spike, parce qu'on voit Spike là je crois, petit lutin avec les oreilles pointues. Donc ça a été le début du passage de la stop-mo à la 3D. Voilà, donc ensuite il y a eu, alors je vais vite, mais tu iras plus dans le détail David, mais donc un Emmy Award pour les As de la jungle à la rescousse. Ça ne sera pas exhaustif, hein, mais c'est juste voilà, une collaboration très médiatisée et saluée, je crois, aussi bien par le public que par les professionnels, avec Alain Chabat pour Astérix et Obélix, le combat des chefs. Et 6 longs métrages en 9 ans. Ouais. Voilà. Qui viennent de permettre à TAT Production de franchir le cap des 10 millions d'entrées à l'international. Mais ça n'est pas terminé, puisque vous continuez à vous développer en vous appuyant sur l'innovation, peut-être en changeant de stratégie, peut-être en prenant de nouvelles orientations, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Donc, David, tu es donc le A de TAT, oui, cofondateur et réalisateur. Pascal Galetti, tu diriges donc le studio depuis 2 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc, tu as rejoint TAT en 2021. Alors, après, un parcours professionnel dans l'aéronautique et un doctorat en physique et astrophysique. C'est ça. Ok, je veux bien savoir comment tu trouves des applications ou pas, mais voilà, je trouve ça intéressant. Et donc, Anaïs Martin, bienvenue, c'est la première fois au Radiraf, vraiment très bienvenue. Merci. Et tu es superviseur ou superviseuse, je ne sais pas si on féminise, mais moi je vais le féminiser, CGI, donc chez TAT depuis 6 ans presque maintenant. Non, je suis rentrée à TAT il y a 6 ans, d'accord, mais je suis CG que depuis le dernier projet qui est en cours, Ringo. Ok, très bien. Et toi, tu as fait une formation en animation à l'ESMA? C'est ça. C'est juste, ok. Donc en 2017, vous aviez été invité, TAT avait été invité par René Broca, notre illustre prédécesseur. Oui, vous aviez présenté le pipe des As de la jungle, qui était le premier long métrage. C'est ça, ouais. Dans lequel vous lanciez. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé entre ce moment et 2025, là aujourd'hui, avec la sortie de Falcon Express, qui est votre dernier film en date? Donc à la fois pour la société, et puis aussi les process de fabrication au sein du studio. C'est ce qu'on voulait vous poser comme question, et je vous laisse la parole. Peut-être David, pour commencer, à nous faire un petit rappel des 25... Non, c'est toi qui commence. Bon, bref, vous débrouillez. Voilà, merci. C'est Pascal qui va introduire. J'allais dire c'est pas ça. On va pas faire une présentation, on va dire c'est ça tout le temps. Donc oui, c'est moi qui commence. Petite intro, on va faire la présentation en 3 temps en gros, enfin 4 avec une petite intro. Ensuite, on va parler des temps anciens avec David, des temps modernes avec Anaïs et des temps futurs avec moi. 25 ans donc de tech chez TAT. On va essayer un petit peu de faire une vision globale de ce qu'on a fait donc depuis 25 ans, plutôt d'un point de vue technique. On ne va pas rentrer dans un détail de fou. Si vous avez des questions, on pourra essayer d'y répondre. J'espère qu'Anaïs pourra y répondre parce que moi, côté tech, je ne vais pas aller très loin. Et voilà, on va surtout se focaliser quand même sur les 5 dernières années, en gros, d'où la petite parenthèse sur le 25. Donc Véronique a déjà fait une partie de mon intro en rappelant un petit peu d'où on vient. Donc effectivement, le TAT Production a été créé en 2000, on fête nos 25 ans cette année. À la base, donc effectivement, plutôt de la stop-mo, David va y revenir.
Puis, avec Spike, on commence à structurer le studio en 2008. Ça grossit beaucoup avec la première saison des As de la Jungle avec France Télé, où là, on devient un vrai studio et on crée d'ailleurs le studio en 2012. On enchaîne sur les saisons des As de la Jungle et puis surtout, on décide de se lancer dans le long métrage, qui était le cœur de cible à l'origine des 3 amis d'enfance. Tout à fait. Et on essaye d'enchaîner un maximum. On met même la série un petit peu en pause en 2020 pour se focaliser sur les longs métrages, avec l'objectif presque atteint de faire un long métrage tous les ans. On est plutôt à 1,5 avec 609 ans. Et en continuant de la croissance, le Covid passe par là, nous montre que ne se baser que sur le long métrage, c'est un petit peu risqué, c'est un peu compliqué. Donc après le Covid, on se pose pas mal de questions. On a l'opportunité de travailler avec Netflix sur le projet donc, Astérix, le combat des chefs avec Alain Chabat, qui est donc une première diversification de nos activités. Et puis on décide aussi de relancer un peu la série, ça je vais en parler un peu plus tard dans la présentation. Et on veut continuer à faire des longs métrages, donc on continue à lancer des projets. En 2022, donc on lance Falcon Express qui est sorti l'été dernier. Il y a pas tout à fait 2 ans, on lance un autre long métrage, Lovebird, qu'on va également un petit peu évoquer. Et puis là, il y a à peu près 1 an, on en lance encore un autre, Ringo, at Summer Camp. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu resituer où on est. Et là, je passe la parole aux temps anciens. Voilà, je suis les temps anciens. Alors, parce que oui, à la base, TAT, nous, avec Eric et Jean-François, on a commencé à faire des films au collège ensemble. Et donc notre cœur le cœur de nos univers, à la base, c'est vraiment la stop motion. Donc, créer ce premier pipe 3D pour Spike, ça ne s'est pas fait en un jour. Et ça a été le résultat d'une suite d'évolution de pipe depuis donc, les années 80. Donc revenons en arrière, donc il y a plus de 40 ans en fait, qu'on a commencé à faire nos premiers films au collège. Donc premier pipe, pipe typique années 80, Super 8, pâte à modeler, déclencheur souple, clic-clic. On fait des petits courts-métrages comme ça. On s'amuse beaucoup, mais après, déjà au collège, on se rendait compte que c'était vraiment hyper galère en fait. Parce que bien sûr, c'était de la pellicule, c'était de l'argentique, donc voilà, on achète de la pellicule, on fait des tournages avec de la pâte à modeler, on envoie à développer à Kodak en Suisse à l'époque. On attend 3 semaines, un mois que la pellicule veuille bien revenir, et puis on regarde. Et là, c'est flou, c'est sous ex, voilà, donc... Ok, on recommence tout, on renvoie, toujours pas ça. Et puis voilà, un jour, on arrive à faire à peu près un petit tournage avec une image correcte. On monte sur les petites visionneuses de Super 8, on coupe au ciseau, on colle au scotch, etc. Voilà. Donc ça, c'est notre premier pipe. C'était pas hyper performant, on va dire. Et surtout, la difficulté, c'était qu'on n'avait pas le retour immédiat sur ce qu'on filmait, en fait. Voilà. C'était ça qui était dur à vivre. Arrivaient les années 90, et là, magie, le numérique arrive. Le DV, alors c'était du DV, c'était de la rappelez-vous, c'était pour ceux qui étaient là, c'était dans du SD, de la résolution télé. Mais là, on a pu avoir accès pour la première fois à une DSR 300, donc c'était la première caméra DV, Paul, Sony, c'était semi-pro. Et pour nous, ça a été vraiment la révélation parce que ça nous a permis d'une part de prendre le train du numérique en marche à l'époque, parce qu'on avait fait des études qui n'avaient absolument aucun rapport. Et en même temps, on avait voilà, ce retour instantané sur ce qu'on filmait. On pouvait piloter les caméras avec Adobe Premiere, donc c'était l'introduction des premiers ordinateurs, des premiers logiciels de montage, etc. Donc nous, voilà, ça nous a vraiment remotivé pour nous replonger en fait, dans l'audiovisuel et démarrer après TAT Production. Donc TAT Production, qu'on va, après quelques courts-métrages, fonder en 2000, avec Eric et Jean-François. Et 2000, c'était l'arrivée des appareils photo numériques. Et ça, vraiment, c'était super parce qu'on avait accès à la fois à tout ce qui était paramétrage des premiers appareils photo. Donc, nous, on avait jeté notre dévolu sur le premier Canon qui était sorti en 2000. C'était un 7D, c'était une super machine qu'on pouvait piloter depuis l'ordinateur.
Ça prenait des photos en 2K, on shootait, on faisait notre petit montage sur After Effects, on retouchait un peu les défauts sur After Effects, et après on faisait du re-shooting sur pellicule au laser, et on pouvait avoir des jolies projections ciné 35 mm de ce qu'on avait tourné, donc c'était vraiment super. Il y avait quelques désavantages encore, bien sûr, à l'époque, puisqu'on avait, des connexions un peu lentes, c'était le USB 1, donc une image JPEG, c'était entre 25 et 30 secondes de transfert, donc il ne fallait pas être pressé. Voilà. Mais bon, c'est l'animation stop mo, donc voilà. En tout cas, c'est là-dedans que nos univers ont commencé à se développer. Et on va vous montrer un des films un des derniers films, c'était surtout des spots de pub en gros, qu'on faisait à l'époque, en plus des cours. Un des derniers projets qu'on a fait avec cette technique, donc ça c'était un spot qui était donc diffusé en cinéma en 35 mm à l'époque. Voilà. Et juste la petite précision, donc c'est un spot qui a été payé par Toulouse Métropole, commandé par Toulouse Métropole, validé par Toulouse Métropole. Je vous dis ça parce que moi je trouve le spot il est quand même pas mal. Chaque jour, 5 tonnes de déjections canines s'abattent sur Toulouse. Arrêtons le déluge. Demandez vos sacs jetables au Capitole et dans les mairies de quartier. Toulouse plus propre, à nous tous de le décider. Voilà, donc ça c'était vraiment un ciné, donc la qualité était super, vraiment. On retrouvait vraiment ce qu'on avait tourné. Et c'est vrai que la matière était c'était pas. Ah oui, on avait beaucoup travaillé sur la matière. C'était un mélange de pâte à modeler, un tout petit peu de semoule à l'intérieur. Pas sûr de savoir ce qu'on veuille savoir. On peignait un petit peu avec du noir, puis on recouvrait de latex pour la brillance, tout ça. On avait beaucoup de travail de développement dessus, déjà. Alors on s'amusait beaucoup quand on faisait de la stop-mo, le décor de ce spot, on avait des immeubles, on avait reconstitué une ville de Toulouse, ça faisait 2 mètres d'eau, on pouvait quasiment se balader dedans, c'était cool. Par contre, le souci, c'est qu'on s'est vite rendu compte que pour les projets qu'on avait, c'est-à-dire des projets de création, que ce soit en moyen métrage ou en long métrage, on n'arrivait pas à trouver les financements pour de la stop-motion. Donc il fallait absolument qu'on passe à la 3D à un moment donné. Et donc, en 2005, on s'est dit, allez, c'est le moment, il faut qu'on bouge, il faut qu'on passe à la 3D. Alors, comment on passe à la 3D à partir alors que nos univers ont été développés en stop motion? Moi, j'avais 2-3 notions de 3D de conception, du fait qu'à la fac, j'ai fait un peu de conception méca, AutoCAD, ce genre de trucs, donc ça ne me faisait pas trop peur. J'étais passé à la FNAC un jour, et j'avais cherché, du coup, quel soft on pourrait bien utiliser, et j'étais tombé sur ce bouquin-là. C'était quelques années avant, voilà, 3D Studio Max 2.5. Et s'il y avait eu un autre bouquin, je pense que notre premier pipe, il aurait été peut-être sur Maya. C'était vraiment le truc absolument aléatoire. Il se trouve qu'à la FNAC, ce jour-là, je suis tombé sur celui-là, je l'ai acheté. Et voilà. Alors au début, on n'était pas tout à fait convaincus parce que malgré tout, alors on n'était pas perdus parce que, vous le savez, la 3D c'est exactement pareil que la stop motion, sauf que c'est virtuel. Hein. On modélise, on met des squelettes dedans, on met des textures. On met des spots, des caméras, on shoot, voilà, c'est exactement pareil que la stop-mo en fait, en philosophie, sauf que c'est virtuel. Donc on n'était pas perdu, mais en termes de rendu, on ne retrouvait pas notre univers encore. Voilà. Jusqu'en 2005-2006, et là c'est pour ça aussi que c'était le bon moment, dans Max, est arrivé Mental Ray, et ça, moi j'avoue que ça m'a vraiment fasciné, ces nouveaux rendus, tout ce qui était SSS, tout ce qui est illumination globale, tout ce qui était ambient occlusion, tout ça, je retrouvais un peu le volume de ce qu'on avait sur nos univers avant. Et donc voilà, c'est ça qui nous a décidé à passer sur un pipe 3D à ce moment-là. Et voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et puis, je ne sais plus ce que je devais dire après. Oui, ben alors voilà, j'ai fait un petit teaser pour Spike à l'époque, dans ma chambre, sur mon petit Pentium 4. Et avec ça, on a pu aller au Cartoon Forum à l'époque pour trouver des financements, on a trouvé des partenaires avec France Télévisions, et voilà, et l'aventure de la création à TAT en 3D a pu démarrer. On va vous montrer juste un petit extrait de Spike, donc le petit film qu'on avait fait donc il y a 20 ans quasiment, donc ça voilà, pour resituer. Parce qu'avec la 3D est arrivé forcément tout ce qui est problématique de développement. Et donc, on a commencé à créer nos petits outils en interne pour pouvoir mettre en image ce qu'on avait imaginé, dont nos toutes
première brique d'outils full dont on va pouvoir observer les effets sur cette petite séquence. Eh oh, Paco! Oh, Spike! Grand manuel des lutins, page 314. La surface des ailes est proportionnelle à la masse à maintenir en suspension. Voilà, donc à partir de là, on avait enfin notre premier pipeline 3D. Donc à base de 3D Studio Max, on faisait absolument tout dedans à l'époque, modélisation, texture, animation et rendu. Mental Ray pour ces premiers projets. On est passé à Veria un peu plus tard. Et après pour la post-prod, c'était After Effects et Premiere en montage. Voilà. On était vraiment sur un pipe assez basique. Et c'est à partir de là qu'on a pu le faire évoluer petit à petit jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, je passe la parole à mes collègues. On a juste un petit intermède pour dire que voilà, à partir de ce moment-là, effectivement, on commence à lancer nos prods et à pas mal les enchaîner. Et là, je passe la parole à Anaïs qui va nous parler donc des temps modernes. Les temps modernes, je repars quand même un peu en arrière parce que le pipe, il a quand même beaucoup évolué depuis ces dernières années. Enfin, il a évolué en tout cas. Voilà. Comme ça ? Okay. Parfait. Donc le studio il triple, faut encadrer beaucoup plus d'équipes à partir de 2012, commencer à mettre en place des outils aussi de sanity check et d'envoi de livrables. Mais on garde un pipe sur 3ds Max qui continue de se consolider avec tout plein d'outils tout autour. Arrive ensuite le premier long métrage en 2017, puis Etera Willy en 2019. Et là, le premier changement apporté pour les besoins de pile, ça va être Nuke qui va venir remplacer After Effects pour le projet pile. Et en suivant, on va avoir Houdini pour le département Groom qui va venir remplacer Hornetrix. Après, dans le cas de Houdini, il avait déjà commencé à servir dans certains cas de simulation côté FX et CFX, mais pas sur tous les aspects non plus. Donc arrivent ces trois sujets, ces trois films, pardon. Patty, les As et le combat des chefs, qui en fait ont beaucoup moins d'espacement entre chaque projet. Donc on va rencontrer nous aussi le problème de gestion du multiprojet. T'es passé super vite. Donc c'est à ce moment-là en tout cas qu'on va mettre en place notre premier gestionnaire de variables d'environnement pour justement en fonction des projets pouvoir répondre aux versions et aux plugins ajustés et même dans nos outils de sanity check et de publish pouvoir mettre des règles custom qui répondront aux besoins de chaque projet différent. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'était l'ancien pipe. Donc on avait 4 gros départements pour toute la partie création d'assets pour les personnages en tout cas. Tout se passe sur Max, donc les fichiers sont envoyés, les plus importants en tout cas se passent sur Max, donc nos fichiers envoyés restent au format Max et c'est pratique. Il n'y a que pour la partie Houdini en Groom où à ce moment-là on va communiquer en alambic. Donc, ces 4 départements, setup, modé perso, prépa anime, groom. La modé perso, donc en fait, elle englobe aussi beaucoup de choses. La topo, les UV et l'assembly, donc qui n'est pas automatisée à cette époque. C'est eux qui rapportent tout dans leur scène alors, à ce moment-là pour faire la validation finale. Côté environnement, on ne le voit pas là, mais c'est à peu près le même fonctionnement. L'une des grosses différences, c'est qu'on va avoir 2 départements, donc la modé et les UV qui se font avant le setup,
et ensuite le surfacing qui est traité dans un autre département à la fin. L'équipe aujourd'hui, elle est composée de combien de personnes? Dans quel département? Globalement, pardon. Dans votre équipe au studio, vous êtes combien à travailler sur les projets actuellement? Je ne saurais pas répondre exactement. En tout cas, sur Ringo, on est à la partie asset perso, on est une vingtaine, je dirais, à la louche de tête. Environ 3-4 pour la perso environ, une équipe setup beaucoup plus grosse par contre, et en anime, en tout cas pour ce qui est du cadre Ringo, pour le moment on n'en a que 2 animateurs, mais c'est parce qu'on est aussi très tôt dans le projet. C'est la période qui est très en amont. Ouais, c'est ça. Sur la partie image, donc pareil, layout, animation et crowd vont se faire au sein de 3ds Max. Donc on a notamment pour la crowd de plus en plus besoin d'avoir un outil pour simplement avoir une interface de librairie de clips, pouvoir facilement scatter ça dans nos scènes et randomiser toutes ces animations. Par contre, on commence à en voir les premières limites sur le projet Astérix avec l'arène, pour ceux qui l'ont vu, où là, clairement, il a fallu qu'on trouve d'autres solutions et on s'est rendu compte que l'outil de crowd ne répondait pas non plus à toutes les problématiques. Tout ça, donc, c'est envoyé toujours en alambic pour les FX et les CFX dans Houdini, qui est de nouveau renvoyé, pareil, sous un Vray proxy dans la scène assembly, puis rendu sous Vray et composité ensuite dans Nuke. Pour le département Assembly, c'est quelque chose qui arrive justement lors de ses premiers projets. Auparavant, c'était le lighting qui venait loader tous les caches, loader tous les assets. C'était un travail monstrueux et surtout c'était un énorme goulot d'étranglement. C'était tous les problèmes qu'on n'avait pas anticipés, c'était eux qui les découvraient après avoir fait un rendu. Donc relancer la machine, c'était assez douloureux. L'assembly, du coup, en faisant des prévis LD, elle les soulage vachement. Elle va leur permettre de faire leur travail de lighter et c'est eux qui vont remonter toutes les problématiques de contact, de points cache et autres. Ouais. Oui. On a ensuite donc les 3 projets d'après qui se suivent, donc Pets on the Train qui vient de sortir, Lovebird qui est en cours et Ringo sur lequel je travaille. Donc pour recontextualiser, Pets on the Train, quand il arrive, on est encore sur Astérix, la majorité des équipes en tout cas. Et le studio, du coup, il va falloir recruter. Sauf que sur 3ds Max, rencontrer des setupers, c'est pas facile. Donc le studio va décider de se tourner vers Maya, où clairement on a beaucoup plus de possibilités. Sauf que ces changements, comme ils sont faits dans l'urgence, ça a été pas évident. Il y a plein de choses qui n'ont pas pu être résolues. Donc la décision pour le studio, ça va être donc l'image, on va garder notre pipe, on va garder que pour la partie, enfin, le rendu compo, on va garder notre pipe. Mais anime layout, on va passer avec le setup aussi donc sur Maya. Donc il va falloir faire transiter tout ça, qui est un vrai roller coaster. Mais on ne va pas bouger, on va essayer de consolider et surtout on va limiter au maximum les changements de versionning, même si on les autorise pour essayer de mieux tanker ça et se laisser une respiration et plutôt anticiper la R&D en dehors des prods et pas pendant. Donc ça c'est le nouveau pipe Falcon Express. Donc on démarre la topo sur Maya, qui est envoyé ensuite au setup et en suivant en UV dans 3ds Max. Tous ces échanges donc, qui vont se faire au format FBX. Il n'y a qu'à partir de Ringo où typiquement entre le setup et les UV, on va renvoyer ça au format alambic parce qu'on s'est rendu compte que le FBX transportait des petits problèmes techniques juste du fait de passer de Max à Maya à de nouveau Max. On va aussi envoyer à partir de l'UV en USD, donc on découvre ça à ce moment-là pour Houdini. Dans le cas des assets, il a vraiment juste une notion de livrable. On n'a pas encore toute cette méthodologie de layer, même si elle commence un petit peu à arriver à l'image, j'y reviendrai après. Et tout ce qui est mise en place de l'assembly, à partir de Lovebird, là pour le coup, ça commence à se structurer et à s'auto-automatiser.
Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule chose à ce moment-là qui va s'automatiser sur Lovebird. On va avoir tous nos process à la suite des publish qui vont créer nos V0 automatiquement sans qu'il y ait plus les petites mains des graphistes qui viennent justement ouvrir les scènes, importer ce dont ils ont besoin. On veut essayer de leur économiser ce temps-là et qu'ils puissent se pencher principalement sur l'artistique et aussi éviter toutes les petites erreurs de nomenclature et tout. Sur Ringo, l'un des petits changements qu'on a apporté aussi, c'est un nouveau poste de Head of Character, où l'idée, ça va être de moins savoir une timeline comme ça, où tous les départements se suivent les uns après les autres, mais plutôt qu'ils se superposent et qu'on arrive un petit peu à avoir un flow où quand le setup fait l'anime, le groom est déjà là pour intervenir, la RG apporte un soutien tout du long pour faire des draw-overs et ne pas perdre le design en cours de prod, notamment parce qu'en fait, en termes de ressources, on est limité, donc les allers-retours sont compliqués. Avoir tous ces départements en même temps, ça nous aide aussi à simplifier les échanges et le fait d'avoir des petites équipes le permet aussi, ce qui est moins facile à appliquer dans des plus grandes structures. Donc pour la partie image, donc on continue au layout et à l'animation sur Maya. Là, on voit que la crowd elle switch sur Golem. C'est pas tout à fait vrai, en tout cas pour le cas de Falcon Express. Comme je vous disais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans l'urgence. Donc, ce qui a été privilégié pour ce projet, ça a été justement plutôt des outils d'anime secondaire. Donc, on va importer les rigs en dur, devoir les sortir, ça crée des scènes très lourdes qui n'étaient pas forcément faciles à gérer, mais on y arrivait, ça a passé malgré tout. On a aussi la structure de l'USD qui commence à se mettre en place à ce moment-là. Donc vraiment, on va avoir nos layers, décors, layout, animation secondaire. Mais pour être honnête, on a encore du travail dessus. C'est quelque chose, un format qu'on découvre. Pareil, si jamais il y a des gens qui ont rencontré ce genre de problème, on serait heureux d'échanger là-dessus. Mais encore aujourd'hui, sur Ringo, alors que c'est dans très longtemps, on a le compositing qui vient nous dire « Ok, vos USD, en fait, Nuke ne peut pas les encaisser. La façon dont vous les organisez, on ne peut pas récupérer toutes les infos qu'on voudrait. » Donc sur Lovebird arrive Golem, qui donc nous permet enfin de remplacer notre outil de crowd qu'on avait perdu avec 3ds Max, qui effectivement est extrêmement puissant en termes de scatter et de variation aussi de full. Mais il y a notre pipe tel qu'il est fait qui n'arrive pas à l'anticiper, et donc toute la fabrication d'un perso Golem, elle n'est pas anticipée, donc on se retrouve en fait à ne pas pouvoir l'utiliser non plus comme on voudrait. Il y a encore un temps d'adaptation de notre côté à faire pour mieux comprendre ce qu'on peut envoyer et surtout ce qu'on peut recevoir. Et donc là, l'idée, par exemple, sur Ringo, ça serait plutôt de... on revient un peu sur l'anime secondaire et le sujet Golem, on l'étudie un peu en dehors de la prod pour pas trop se mouiller et pas faire ça dans le risque. Petit exemple, du coup, de Golem. Vas-y. Donc on va quand même l'utiliser pour notre prod Lovebird. On va juste limiter effectivement le nombre de plans sur lesquels on va faire du Golem. On en a quand même quelques-uns. On va le limiter surtout aux humains. On avait dans l'idée de l'utiliser un peu plus, notamment sur une partie des animaux. Voilà, on ne le fera pas. On est déjà satisfait sur les humains, donc voilà. Je sais plus, c'est à moi, non, c'est ça. Donc, ok, juste avant de passer vraiment au futur, on va parler encore un peu du présent. Donc, en fait, en 2021, je vous disais, en sortie de Covid, on se pose pas mal de questions. On lance donc une collaboration avec Netflix pour faire de la prestation, chose qu'on n'avait jamais faite avant. Et on se dit aussi que ce serait peut-être pas mal de relancer de la série. Déjà parce qu'on est content, voire fier des univers concrets et on aimerait continuer à les faire vivre. Et puis aussi pour des raisons économiques, la série permet quand même de stabiliser un petit peu ce qui se passe d'un point de vue finance et amène une autre source de revenus que juste le long métrage qui est un peu plus incertain. Donc on décide de relancer de la série et en fait en même temps, et c'est pas pour rien aussi que c'est en même temps, on décide de répondre donc à l'appel d'offres La Grande Fabrique de l'Image, lancé dans le cadre de France Relance, France 2030,
sur lequel donc on est lauréat, et une grosse partie de notre projet dans notre réponse, c'est justement de relancer de la série et de la relancer avec un nouveau pipe, puisque donc, comme on l'a décrit là, on a des pipes qui commencent à être très complexes, très lourds. On est un petit peu dégoûté que Fortiche ait déjà utilisé l'image du plat de spaghetti. Donc je ne sais pas, on a un plat de tortellini qui est pas adapté pour faire de la série. Donc en se disant on relance de la série, on se dit aussi il faut qu'on fasse quelque chose sur notre pipe, on ne peut pas rester avec celui qu'on a, donc on décide d'en lancer un. On a déjà mis un pied dans Maya, donc on va continuer, et surtout on décide de se lancer sur Unreal, parce qu'on sent que c'est très efficace, parce qu'en plus on a aussi des envies de un peu travailler sur les questions écologiques, et on sait que le rendu c'est un gros poste chez nous, donc si on peut améliorer nos temps de rendu, notre consommation, c'est bien. Donc grâce à France 2030, en fait, on a les moyens de se financer une R&D qu'on fait durant à peu près 1 an et demi pour comprendre comment intégrer Unreal dans un pipe qui va globalement avoir quand même des grosses briques assez semblables à celles de nos longs métrages. Donc voilà, on défriche un peu tout ça. La deuxième partie de notre réponse à l'appel d'offres, c'est de dire on va relancer de la série, donc on va faire une première phase de R&D dans notre coin tranquille, et puis on n'aura pas le temps de tout faire, donc on fera porter la fin de la R&D lors d'un développement expérimental qui sera celui de la série Les Aventures de Peel, que donc on lance en 2022 à peu près, et sur lequel là, ça y est, on a livré les premiers épisodes à notre diffuseur France Télé, donc on est plutôt content d'y être arrivé, avec Unreal. Donc je vais vous décrire très brièvement le pipe Unreal. Globalement, on part d'une base relativement proche du long métrage sur tout ce qui est la partie modélisation. Il y a quelques petites différences, mais la base est à peu près la même. D'ailleurs, pour info, on se pose beaucoup de questions à l'heure actuelle sur est-ce qu'on communalise toutes ces parties complètement, ou est-ce qu'on les garde quand même un petit peu séparées, parce que des fois, il y a quand même des petites différences qui font que on n'a pas encore complètement tranché. Donc aujourd'hui, c'est plutôt séparé, même si ça se ressemble beaucoup. Donc voilà, globalement, modélisation sous Maya, setup sous Maya, UV Maya, Substance Painter, tout ce qui est Fur, cheveux, Houdini. Évidemment, on assemble tout ça dans Unreal, puisque de toute façon, ça va être Unreal notre outil de rendu. Donc pour faire du look dev, vérifier que tout marche bien, faire nos sanity checks, etc., on a besoin de basculer dans Unreal. Et pour info, c'est à peu près identique côté décor. Par contre, côté décor, on fait les textures directement dans Unreal. On a testé un petit peu, ça paraissait compliqué, et Unreal amène quand même beaucoup d'outils et de faisabilité à ce niveau-là. Loops en a parlé un petit peu hier. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner que durant la phase de R&D, on a travaillé avec Loops, puisqu'on savait qu'eux avaient déjà un pipe Unreal pour qu'ils nous conseillent un petit peu sur les choix à faire. Ils nous ont pas trop mal conseillé, ça va. Donc voilà, texture, la grosse différence c'est texture dans Unreal, le reste c'est assez proche. Côté shot, storyboard animatique assez classique, pour info on n'en a pas parlé sur les autres stades, on utilise Toon Boom. On a décidé de faire le layout dans Unreal, un choix important au sein du studio, un choix pas évident, qu'on a des fois un peu subi lors de la prod, parce que ça nous rajoute des allers-retours, puisque donc on va refaire l'animation dans Maya, donc forcément on a un aller-retour Maya, Unreal, Unreal, Maya, et tout transfert est un peu compliqué à gérer. Néanmoins, on est quand même très satisfait du résultat, les équipes layout sont quand même très contentes, donc ça c'était plutôt un choix qu'on estime bon, même si ça n'a pas été facile. Donc on revient pour faire de l'anime dans Maya.
et ensuite on repart pour faire l'image dans Unreal. Une partie des FX continue à être fait sur Houdini, tout simplement parce que bon, déjà nous on aime bien Houdini, et en plus il y avait la qualité de certains FX dans les outils Unreal qui n'étaient pour nous pas encore présentes. Donc globalement, suivant les FX qu'on choisit, on les fait soit dans Houdini, soit directement dans Unreal. Pour info, donc on utilise le FBX aujourd'hui pour transporter l'anime dans Unreal, ce qui là aussi est un choix fort, pas forcément évident tout le temps, je vais y revenir un petit peu après. Donc voilà, tout ça est géré d'un point de vue projet dans Perforce, là aussi un choix important, mais globalement ça se passe plutôt pas mal. Le dernier point qu'il y a sur cette slide, c'est comme vous voyez, on a une petite étape qu'on a mis, on a appelé ça le clean technique final, on pourrait appeler ça le nettoyage final, entre le choix du FBX, qui de toute façon amène déjà des petites difficultés suivant le style d'animation qu'on veut faire. On s'est rendu compte aussi de quelques petites interfaces FBX Unreal qu'on n'avait pas trop anticipées, sur lesquelles on a mis beaucoup de temps pour trouver les bons réglages. Et puis de toute façon aussi des petits soucis sur l'image Unreal, pareil, sur lesquels on a mis du temps à trouver les bons réglages, qui font que globalement aujourd'hui on est obligé d'avoir une équipe qui en fait, une fois que nos équipes images, donc, qui sont globalement la somme du lighting et du compo, ont fini de travailler, en fait on leur demande vraiment de faire un travail purement artistique, de ne pas forcément regarder tous les petits problèmes techniques que ça génère. Et une fois qu'ils ont fini leur travail artistique, et ben en fait on refait une passe technique sur les plans pour venir un peu nettoyer tous les soucis qu'on peut voir, des flickering, des petites pétages par-ci, par-là. Pour l'instant, on n'a pas eu les moyens d'automatiser ce genre de correction ou de revenir à la base. On a accumulé en fait pas mal d'épisodes aussi sur lesquels le temps qu'on trouve la solution, ben voilà, on est sur une série 52 épisodes, donc en gros on a fait 10 épisodes avec le même problème, là on a trouvé la solution, bon ben faut venir corriger les 10 premiers. D'où on a cette équipe-là qui est très utile, qui est même indispensable pour nous aujourd'hui. On espère pouvoir faire mieux par la suite. C'est pas un boulot toujours enthousiasmant, mais ça nous permet de livrer à la fin. Unreal, pour nous, ça reste quand même un choix important et ça reste un choix qui est globalement gagnant. On a eu beaucoup de difficultés, ça a été assez difficile. Là, on commence à en voir le bout. Je vous disais, on a livré notre première quinzaine d'épisodes et on commence à avoir un rythme qui était celui qu'on avait anticipé, mais qui ne se réalise que maintenant. Il aurait dû se réaliser il y a plus de 6 mois, normalement. On voit quand même des choses qui sont bien. Si on a l'occasion, j'aurai des images à vous montrer à la fin. En termes de... Je mentionnais un peu la partie écologie, environnement. Bon, bah là, il n'y a pas photo. En tout cas, en termes de temps de rendu, c'est le jour et la nuit. Hein. Nous, sur nos longs métrages, on est entre 8 et 9 heures l'image. Bon, là, je sais pas, c'est 30 minutes quand vraiment on met tous les potards à mort et qu'on veut se faire plaisir. Mais voilà. Loops hier parlait de sa série hier soir qu'ils ont rendu sur un ordinateur. Bah, effectivement, je pense que nous, on en a peut-être 10 là. Et encore, c'est parce qu'on a voulu accélérer, qu'on ne voulait pas embêter les gens, à leur bloquer éventuellement leur machine le soir si jamais ils veulent faire des petits trucs. Mais voilà, ça c'est vraiment super. Et le résultat est vraiment bien. Enfin, nous, on estime qu'il est suffisamment bien, en tout cas, pour qu'on le livre à France Télé avec un bon niveau de satisfaction sur ce qu'on leur livre. Voilà. Juste pour vous montrer un petit peu les petits trucs bizarroïdes qu'on a vus. Alors celui-là, il va très vite, celui-là, il va un peu moins vite. Je vais commencer par celui-là. Voilà. Des trucs qui clignotent un peu derrière. On n'a toujours pas trop compris. Enfin, il y a des choses qu'on a compris maintenant, mais souvent générées par du FBX.
Donc pour info, on a décidé sur un certain nombre de plans de revenir à du cache. On a, pareil, là, pas du tout automatisé ça. On se pose des questions pour la suite. Est-ce qu'on automatise? Est-ce qu'on arrête le FBX? On rebascule en cache? Est-ce qu'on assume juste que voilà, il y aura des petits trucs qu'il faudra refaire? Et on a aussi pas mal de choses à la mise en place. Donc là, si vous avez vu l'arbre derrière, on met en place le personnage et pof, ça change complètement. Globalement, ça c'est des choses maintenant qu'on maîtrise, mais on en a encore quelques-uns qui apparaissent qu'on maîtrise difficilement. On a aussi peut-être pas assez échangé avec d'autres personnes qui connaissaient le sujet. Je reviens un peu sur ce que disait aussi Fortiche ce matin. C'est vrai que moi, étant finalement nouveau dans le milieu, je me dis il faut qu'on échange plus. On a vraiment beaucoup de thématiques communes sur lesquelles on pourrait au moins partager un petit peu. Les pâtes, oui. C'est bon quand même, les pâtes. Voilà. Globalement, en tout cas, comme le disait aussi Anaïs sur nos pipes long métrages, là, on rentre dans une période où on va essayer de consolider un peu tout ça, arrêter de tout faire bouger, parce que vous l'avez vu notamment sur le pipe du long métrage. Voilà, je pense qu'on a à peu près... On parlait pas mal de logiciels entre hier et aujourd'hui. On a presque tous les logiciels du marché sur notre pipe. Donc, on va arrêter d'en rajouter. On va essayer de consolider. Je n'ai pas encore complètement fini ma présentation. Déjà, je n'ai pas parlé du futur, mais je voulais quand même évoquer un point avant de parler du futur, c'est la structuration du studio. Puis ça, c'est un peu mon boulot. Avec tous ces changements, toute cette complexité, le multiprojet, etc., on a vraiment eu besoin de aussi beaucoup structurer le studio, notamment la partie tech, dev et IT chez nous. Donc on est passé effectivement en 2021 où l'équipe tech, c'était 5 personnes, voire un petit peu moins. On avait une équipe de développeurs qui était 2, 3, avec souvent un stagiaire. Et l'IT, pour info, c'était 1 personne chez nous. Et là, on a vraiment décidé, dans les 3-4 dernières années, de quand même pas mal investir là-dessus pour pouvoir se donner les moyens. Donc on est passé à une équipe tech dont le nombre a un peu varié suivant les périodes, mais on est en gros pas loin d'une quinzaine. On a une dizaine de développeurs. On est passé à 4 IT. Et on a aussi essayé d'organiser tout ça en étant plus proche, en multipliant. Alors on multiplie pas mal les réunions, mais comme on est sur du multiprojet, il faut vraiment qu'on échange beaucoup pour que l'information se diffuse bien d'un projet à l'autre, qu'on ne perde pas les bonnes pratiques d'un projet et qu'on ne réinvente pas la roue en permanence, aussi d'un point de vue juste organisation, discussion. On travaille beaucoup sur aussi les rôles au sein de ces équipes. Et là aussi, c'est un peu difficile pour moi parce que chaque studio travaille un peu différemment et utilise souvent les mêmes mots, mais pas pour dire la même chose. Et ça, c'est vraiment dur. On a eu notamment des grosses surprises des fois lors de recrutement et de discussions avec les gens en recrutement. On se rend compte en fait qu'on ne parlait pas du tout de la même chose. Donc ça, c'est pas évident. Voilà. Nous, on a structuré notre équipe tech sur 3 principaux rôles. De la supervision pipeline, donc en fait dédiée à un bloc. Voilà, on a un superviseur rig, un superviseur anime, un superviseur asset. On a eu des trous à certains moments, on est en train d'essayer de les combler. Et ensuite, on a des rôles comme celui d'Anaïs, donc sur les productions, où on a mis en fait le rôle d'un espèce de point focal technique, principalement technique, tech dev et IT, pour vraiment avoir une seule voix pour un projet. Donc nous on l'appelle CG Sup, supervision CG. Il n'est pas forcément là pour faire de l'artistique, il n'est pas là pour faire des quotas ou pour dire aux leads comment ils doivent organiser les équipes. Lui, il est vraiment le point focal technique. Bien sûr, ça a des conséquences sur l'artistique ou l'organisation, donc il a toujours son mot à dire, mais et finalement, nos prods sont vraiment organisés sur un trinôme entre la direction de prod, le réalisateur, le ou la réalisatrice, ou les, à voir, et le CG Sup. Les 3 doivent fonctionner ensemble, sinon ça ne marche pas très bien. Et mettre un peu des assistants aussi après à tous ces rôles-là, puisque avec le multiprojet, les sujets se multiplient, et donc il faut de l'aide. Côté dev, donc nous on a une équipe de développeurs qui n'est pas intégrée à l'équipe tech, qui sont à côté. Et là, pareil, on a mis 2 gros pôles, des développeurs métiers, donc plutôt sur les logiciels 3D, voilà. Et on a aussi une équipe de développeurs plus web, puisqu'on a notre production tracker et notre asset manager qu'on a développé en interne depuis plusieurs années, qui s'appelle le Coco.
Et donc on a une petite équipe de développeurs qui continue à le faire évoluer. Le futur. On a beaucoup appris des dernières années, sur lesquelles on a essayé beaucoup de choses, notamment des choses qui n'ont pas forcément hyper bien fonctionné, même si on s'en est sorti à la fin. Chose qui n'avait pas trop mal fonctionné sur Unreal, même s'il faut qu'on fasse mieux, c'était la petite phase de R&D qu'on a réussi à faire grâce à France 2030. Donc on s'est dit qu'il fallait faire pareil, il fallait qu'on arrête de faire de la grosse R&D portée par des projets. Bon, c'est une évidence, j'imagine, pour pas mal de monde. Ça l'était aussi pour nous, mais c'est dur de le faire, en fait. Et là, vraiment, on a dit qu'on prenait les devants, on essayait vraiment de le faire. Donc typiquement, là, on a réussi à lancer un projet pour finaliser la fin de la transformation de notre pipe. Vous avez vu, hein, on a dit on a gardé cette dette sur 3ds Max, notamment sur le rendu, avec Verret. C'est la dernière brique, la dernière vraie brique 3ds Max qui nous reste. Donc on voudrait essayer de l'enlever, et donc on est en train de faire de la recherche sous Houdini. Pour info, on a réussi à faire ça parce qu'on a obtenu un financement européen avec la région Occitanie, qui nous permet donc depuis une petite année là, de travailler sur ce rendu Houdini, et en fait même de basculer pas mal d'étapes sous Houdini pour vraiment rendre Houdini assez central dans notre production. Donc on s'orienterait vers un pipe où on garde globalement du Maya pour de la modée, mais dès qu'on commence à faire de l'assemblage, on bascule sous Houdini. Et c'est surtout côté image, bien sûr, où ça change. On garde pour l'instant Maya sur tout ce qui est layout, rig, anime, mais à partir du moment où on va commencer à faire de l'image, on bascule dans Houdini. On est un peu en train de regarder différents moteurs de rendu pour voir vers lequel on veut aller. Et là, on vous a présenté un certain nombre de pipes. On se dit qu'on en aura sûrement un certain nombre d'autres à présenter dans 25 ans. Est-ce qu'on ira jusqu'à 21? Peut-être plus, je ne sais pas. Voilà. Nous, on a fini à peu près pour notre présentation. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour montrer des images. Donc on a 2 petites vidéos, un chouïa longue, elles font à peu près 2 minutes chacune. La première, c'est le teaser qu'on a fait pour notre série. Donc c'est aussi pour vous montrer un peu des images qui sortent d'Unreal. Pile. Je m'appelle Pile. Oh, mais non! On pourrait peut-être lui raconter l'histoire du nombril. Tu la connais? Non? Pile! Les pieds bien hauts et la tête bien à plat au sol. Voilà, comme ça c'est parfait. Faut juste que je l'éteigne et que je la rallume. Ah oui, cette semaine, c'est moi qui garde la clé de la salle des coffres. La couronne, il faut la récupérer. Je veux pas y aller. Karen! Et le basilic se réveillera. J'accepte le duel. Parfait, rendez-vous dans l'arène. Eh ben, on est bien avancé. Que le spectacle commence. C'est moi le meilleur, hein? Le roi des voleurs. Je m'occupe de celui-là. Vous rattrapez les autres. Un peu de repos, ça fait du bien. Ah ça, oui. Je sonne vraiment l'alerte, ceci n'est pas un exercice. Tu vas finir en pesto. Marius, Marius.
la nouvelle justicière de Roquembrune qui arrête les terribles voleurs de tartichons. Les plus grands héros n'ont pas besoin d'armes pour accomplir de grandes choses. J'organise mon anniversaire le mois prochain. Vous et vos amis êtes tous conviés. Prends-en de la graine. Des courges. Attendez, c'est pas fini là. C'est le grand retour du chapoul aussi. Le grand retour du chapoul. C'est ça. Ben voilà. Merci. Des questions, peut-être. Oui, sur la gauche. Oui, bonjour. Marion Poitevin pour Mime Animation. J'avais une question par rapport au choix de moteur de rendu sur Unreal. Qu'est-ce qui vous a amené à aller plus vers Unreal que par exemple un Unity ou un Blender pour le temps réel? Blanc. Je ne suis pas sûr de savoir. Sur les premiers, les tout premiers studios qui ont commencé à utiliser ces solutions-là, on trouvait que vraiment le résultat, c'était celui qui nous paraissait le plus évident en termes de résultat. Mais après, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu se lancer vers d'autres solutions. C'est celle-là qui nous a paru la plus évidente et la plus adaptée. Parce qu'on savait qu'il y en avait d'autres aussi qui se lançaient dans l'aventure avec ces logiciels-là. Dès qu'on pourrait avoir des informations ailleurs, etc. Ça fait partie du choix aussi. On sait qu'on n'est pas seul sur le marché. Ouais, tu as trouvé un livre à la FNAC. Ouais, ça peut être ça aussi. C'était pas comme ça. Sur ce cas-là, c'était pas ça. En tout cas, c'était pas le but d'être précurseur sur quelque chose que les autres font pas. Donc effectivement, on a un peu suivi des choses qui semblaient déjà, qui commençaient en tout cas à s'installer. Ouais, c'est très pertinent. Ouais. Et juste, vous parliez d'une équipe qui était dédiée au clean technique. Combien de personnes il y avait dans cette équipe et est-ce qu'elle travaillait à plein temps, du coup? Alors, ils y sont toujours, parce qu'on a encore 40 épisodes à livrer. Ouais. Et ils sont à peu près 4 à travailler à plein temps. D'accord, merci. On espère que ça va se diminuer un petit peu, c'est-à-dire que là, on a encore une première salve de livraison à faire avant la fin de l'année. Donc là, on sait qu'on ne va pas y couper. Après, comme je disais, ils encaissent aussi des choses que maintenant on sait beaucoup mieux corriger, mais qu'on n'a pas fait sur les premiers épisodes. Donc normalement, la charge devrait diminuer de manière assez importante. On estime que voilà, sur la fin du projet, ils ne vont peut-être pas être à temps plein, peut-être à mi-temps ou un truc du genre. En gros, il s'est passé la même chose que ce dont on parlait énormément de studios qui se sont essayés à Unreal, c'est-à-dire que la première moitié de la première prod est particulièrement difficile et la seconde moitié beaucoup plus fluide. Voilà. On a suivi la même route, en gros, quoi. On est un peu des suiveurs. Merci beaucoup. Une autre question à droite. Oui, donc Stéphane Doniquian, Enria. J'avais une question, parce que je n'ai pas bien compris si vous aviez 2 pipes, un pour le long et un pour la série, puisque dans le futur, vous parlez de faire du rendu dans Houdini, et là, vous venez de commencer à faire du rendu dans Unreal. Donc, c'était un peu pour comprendre les choix que vous faites et pourquoi vous faites Unreal d'un côté et vous vous lancez dans un nouveau pipe avec Houdini de l'autre pour le rendu. Oui, en fait, globalement, en 2021-2022, on s'est dit que vraiment les pipes long métrage, en tout cas ceux qu'on avait au sein du studio, le vieux 3DS, le nouveau Maya, n'étaient pas adaptés pour de la série. Donc on a fait le choix effectivement de se lancer sur 2 pipes. Et à l'heure actuelle, on a effectivement 2 pipes qu'on fait cohabiter, mais qui sont quand même assez distincts. Ce que j'évoquais, c'est qu'un des sujets potentiels, ce serait de recommunaliser ce qui est communalisable. Donc globalement, c'est la première partie, la partie qui est sous Maya. Et ensuite, effectivement, pour le long métrage, on se lance sur de la R&D pour finaliser la transition
le fait de quitter 3ds Max. Et donc effectivement, ça n'a pas eu lieu d'être sur la série, puisqu'on est déjà sous Unreal et a priori on veut y rester. Donc on a bien 2 pipes distincts, un pour les longs métrages, un pour les séries, et a priori ça va rester comme ça pendant un petit moment. Autre question. Bonjour, François Groblet, Fortiche. Vous avez partiellement répondu à ma question, mais je vais la poser quand même. Comment vous gérez du coup sur les différents projets toute la base de votre pipe et tout le code? Est-ce que vous forquez complètement les choses ou est-ce que vous, même si vous avez 2 pipes séparés, vous arrivez à garder une partie des choses en commun? Comment est-ce que vous gérez tout ça techniquement? Ça, typiquement, on avait la même problématique où on avait beaucoup de code qui était en un bloc et pendant les premiers projets pile pâti, on modifiait une règle dans un sanity check et tous les autres projets étaient impactés. Et c'était un peu le feu qui prenait d'un coup parce que tu ne comprenais pas pourquoi un objet qui était conforme ne passait pas. Donc maintenant effectivement, il y a un fichier de config et tout est versionné. Donc c'est quelque chose qui est complètement fait en interne, mais on commence notamment à regarder des solutions vers Rez, nous aussi, parce qu'on se retrouve limité quand même. Il y a toujours des règles du coup qui s'appliquent à tous les projets, même si chacun a sa propre config, mais on a la problématique côté tech en tout cas, de si on veut tester quelque chose qui est en dehors d'un de nos projets, on ne peut pas le faire, là où Rez a priori pourrait nous apporter des solutions beaucoup plus custom de ok, mais en fait j'aimerais tester ce plugin, cette version et mixer un peu tout ça pour faire des tests un peu plus poussés et davantage dans un contexte futur, en tout cas qui serait beaucoup plus cohérent pour faire des tests viables. Ok, merci. On se donne rendez-vous dans 25 ans avec TAT. On prendra plus de temps de pause pour les déambulateurs, tout ça, c'est promis. Merci encore à tous les 3. Merci beaucoup.